On connaît beaucoup de livres et beaucoup de gens qui cherchent à répondre à cette question de savoir comment est-ce qu'on fait pour innover. Et je connais aucun livre, et très peu de gens, qui essaient de s'affronter à cette question très naïve et donc très difficile. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de réussir à innover? Nous sommes en 1978 à Basford, qui est dans le centre de l'Angleterre, et James Dyson a 31 ans. Il a déjà inventé deux choses remarquables. D'abord, le Sea Truck. Sea Truck, c'est ça, c'est un bateau à fond plat qui permet d'amener des charges lourdes jusque sur la plage comme des camions. Et puis, il a inventé aussi le Balbarrow. Le Balbarrow, c'est une brouette où la roue a été remplacée par un ballon. Alors vous allez me dire, quel intérêt d'avoir un ballon à la place d'une roue? Nous sommes en Angleterre, c'est un pays pluvieux, il y a de la boue très souvent. Quand vous avez un ballon à la place de la roue, elle s'enfonce beaucoup moins, c'est plus facile. Et puis, quand la brouette est pleine, c'est beaucoup plus facile à utiliser, c'est beaucoup plus maniable quand il y a un ballon plutôt que quand il y a une roue. Donc c'est deux inventions brillantes, comme disent les Anglais. Et avec des amis, avec un peu de famille, il a créé une entreprise pour commercialiser le Balbarrow. Et en 1978, ça marche, il en vend, mais voilà, ça ne permet pas à l'entreprise d'être pérenne et il est en train de chercher un nouveau produit pour continuer cette aventure. Ce jour-là, James Dyson est en train de passer l'aspirateur chez lui. Il a acheté l'aspirateur la veille, c'est la première fois qu'il l'utilise, et il remarque un truc étonnant, c'est que l'aspiration semble avoir quasiment disparu. Alors il est un peu intrigué. Il ouvre l'aspirateur, il change le sac, effectivement ça marche beaucoup mieux, comme au premier instant. Simplement, quelques minutes après, de nouveau l'aspiration disparaît. Et comme c'est un ingénieur, comme il est vraiment curieux, il s'arrête, il ouvre l'appareil, il commence à démonter, à réfléchir à ce qui se passe, et il comprend qu'il y a un problème de fond. C'est quoi le problème de fond? C'est que la poussière qui arrive dans le sac, elle bouche les pores. Et à partir du moment où elle bouche les pores, l'aspiration est empêchée. Ce n'est pas un problème de son aspirateur particulier, ce n'est pas un problème de réglage, c'est un problème de fond. Voilà, tous les aspirateurs qui sont basés sur ce principe-là auront le même problème. Et puis, quelques mois après, dans son usine, il est confronté à un problème de poussière de plastique industriel. Et on lui signale une solution qui existe et qui consiste à utiliser des vortex, en fait, à créer des vortex d'air. Alors le principe est assez facile à comprendre. Vous avez un cône comme ça, et puis vous envoyez le flux d'air chargé de poussière dans le cône, et puis il se met à tournoyer assez rapidement, de plus en plus rapidement à mesure qu'il descend parce que le diamètre diminue. Et comme ça tourne de plus en plus rapidement, il y a une accélération qui joue sur les particules, qui les plaque contre le bord, et puis la gravité fait le reste, elle tombe au fond alors que le flux d'air remonte. Et là, instantanément, il comprend qu'avec ce principe, il est capable de fabriquer un aspirateur qui résolve le problème qu'il a soulevé quelques mois auparavant. Il va mettre 4 ans pour faire, non pas un produit commercial, mais un prototype qui est suffisamment robuste pour qu'il ait envie de le montrer à des industriels. Il pose un brevet, évidemment, et puis il va démarcher les AEG, les Hoover, les Electrolux, tous ces grands marchands d'aspirateurs. Et il se heurte à une fin de non-recevoir. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la raison pour laquelle ces gens-là n'en veulent pas, c'est pas parce que son prototype a des défauts, c'est parce qu'au contraire, il a des qualités. Le marché du sac d'aspirateur, à l'époque, ça représente 150 millions de dollars annuels. Et donc ça, c'est une manne financière qu'aucun fabricant d'aspirateurs n'a envie de voir disparaître. C'est une provocation d'arriver avec cet aspirateur sans sac. Et qu'à cela ne tienne, au bout d'un temps, il comprend que la seule manière de faire vivre cette invention, c'est de la faire lui-même. Et donc, il débute un long parcours pour arriver à créer son entreprise et commercialiser son premier aspirateur. Entre le moment où il a l'idée d'utiliser ça pour faire l'aspirateur et puis le moment où il commercialise l'aspirateur, il s'écoule 14 ans, 92. Pendant ces 14 ans, il va faire 5127 prototypes. C'est un chiffre que je trouve incroyable, qu'il explicite dans son livre. Au passage, un livre génial qui s'appelle « Dans la cour des grands » en français, que je recommande à tout le monde. 5127 prototypes, c'est juste un chiffre incroyable. Et puis en 1992, il commercialise son aspirateur. Et ça a un succès fou. Dès le début, très rapidement, il commence à en vendre beaucoup. Et en 1995, en novembre 1995, il est numéro 1 en Angleterre de la vente des aspirateurs. C'est une histoire très belle,
C'est une histoire surtout qui est emblématique, qui est édifiante par rapport au processus d'innovation. Vous me connaissez pour quelques-uns d'entre vous, ça fait 10 ans qu'avec Diana Delhomme, avec Céline Vercher, on a créé ce que mes amis canadiens appellent un skunk group, c'est-à-dire une espèce de petit groupe de gens un peu atypiques, avec des compétences un peu différentes de celles qu'on trouve d'habitude dans un centre de R&D, et qui utilisent des méthodes non conventionnelles pour innover avec les entreprises. Maintenant, ce genre de groupe existe, on en trouve assez couramment. À l'époque, on était quand même assez pionniers. Et il y a quelques années, j'ai éprouvé le besoin d'écrire des livres sur ce qu'on avait compris, ce qu'on avait fait, les difficultés auxquelles on s'était affronté. C'est un grand travail, il y a 5 livres qui ont été publiés, il y en a 7 encore en préparation, donc c'est vraiment une somme. Et en travaillant sur ce matériau-là, je me suis aperçu qu'en fait, ce que j'avais compris du processus d'innovation, c'était exactement ce que Dyson avait fait. Qu'en quelque sorte, j'avais tenté de faire une sorte de théorie de l'histoire de Dyson. Et c'est ça que je vais vous proposer dans cette conférence de discuter. C'est en gros de prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette histoire de Dyson et voir qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ça. Alors, la leçon principale, l'analyse principale que je fais du processus d'innovation, c'est que c'est un processus en 3 étapes. Ces étapes se succèdent dans le temps et elles sont qualitativement différentes. Première étape, une étape d'observation. Deuxième étape, une étape d'imagination. Troisième étape, une étape de réalisation. Parce que c'est moi, je leur ai donné un nom un peu bizarre. J'appelle ça l'épreuve du chasseur, l'épreuve du mage, l'épreuve du cultivateur.